Alors, bonjour à tous, merci d'être tous là. Alors, cette rencontre avec Marion Mousse, qui ne s'appelle pas vraiment Marion, mais on va y venir, ça intervient dans le cadre de la semaine départementale de l'histoire et de l'archéologie. C'est organisé par le département du Var et par la médiathèque départementale du Var. Merci à la librairie Lopaïs d'accueillir cette rencontre. À la fin, si vous voulez, il y a des livres. Marion Mousse pourra vous les dédicacer. Je pense que je n'ai rien oublié. Marion, qui n'est pas vraiment Marion. On va commencer. Donc tu viens présenter Va en guerre, vu que c'est la semaine de l'histoire, et ça tombe bien, parce que ça parle de l'histoire. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler tout simplement de ce livre, Va en guerre, cette bande dessinée. Va en guerre. Alors, effectivement, ça c'est une histoire qui se déroule durant la Première Guerre mondiale et qui raconte l'histoire. Alors, c'est parti d'une anecdote vraie, hein. L'histoire des marraines de guerre. Les marraines de guerre, c'était des associations créées par le plus souvent des vieilles dames, qui, pour contribuer à l'aide de guerre, et qui ne pouvaient pas être sur le front, évidemment, pour être physiquement, pour être infirmière, par exemple, ou alors fabriquer des munitions, ce que faisaient souvent les femmes à cette époque-là, ont l'idée de correspondre de façon épistolaire avec les soldats qui sont sur le front, pour leur remonter le moral, surtout que certains soldats n'avaient pas de famille, n'avaient pas de proches, et puis même leur envoyer des petits présents, des petits cadeaux comme ça. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y ait une petite compétition entre ces différentes marraines de guerre, et l'une des marraines de guerre a une super idée pour prendre le devant, c'est de faire une tombola dont le prix est un super chèque. Donc il est tiré au sort un soldat qui s'appelle Carapate, et la BD raconte l'histoire de toute une équipée de bras cassés qu'on voit sur la couverture. Ils sont 4 en l'occurrence, qui sont censés délivrer ce chèque aux gagnants sur le front. Et donc ça raconte toute cette pérégrinations, ce parcours entre Paris et le front pour donner ce chèque aux soldats. Et donc l'équipe, la belle équipe de bras cassés, personne apparemment n'était parti pour y aller, mais bon gré mal gré, ils vont devoir y aller. Oui. T'as 4 personnages. On va dire le personnage principal, parce que tous les personnages évoluent au fur et à mesure de l'histoire. Oui, et puis ils ont autant de présence, en tout cas on les voit tout autant, ils ont tous les 4 le même temps de parole, on va dire. Mais c'est vrai que Louise, celle qu'on voit en premier là sur la couverture, est l'un des personnages qui évolue le plus et qui est peut-être le plus intéressant. Donc il y a Louise, qui elle à l'origine est une petite main, comme on disait, qui fabriquait des munitions parce qu'elle a des petits doigts fins, tout ça. Il y a Madame Zaza, là qu'on voit à gauche, enfin à droite pour vous, qui est voyante, mais donc qui ne voit pas grand chose, on va dire. Et bref. Et à l'opposé, il y a Truffaut, qui est un militaire, mais un militaire de bureau, hein, qui n'est jamais allé sur le front, qui ne s'est jamais battu, qui a des grandes idées de ce que doit être la guerre, mais qui se révèle être un pleutre et un idiot. Et enfin, le dernier personnage qu'on voit tout au fond, cette grande masse là, c'est Chartnel. Lui, c'est un militaire de carrière, qui lui par contre est déjà allé sur le front bien des fois. On s'imagine qu'il a fait quasiment toutes les guerres qui existent, qui est fait de chair et de métal, tellement il est truffé de balles, de morceaux d'obus, etc. Et lui, je vais pas tout déflorer, mais lui aussi, il va passer du soldat fou et un peu buté à une âme sensible. Il y a un cœur qui bat. Il y a un cœur qui bat sous cette grande masse d'1m95.
la bande dessinée qui alterne entre moments un petit peu difficiles, parce que c'est la guerre, et moments un petit peu plus l'autre drôles. personnage principal, effectivement, c'est évidemment la guerre. En toile de fond qui prend une place importante. Alors, comme je t'ai déjà dit, c'est la 4e fois qu'on se voit, donc on est un petit peu rodé sur les automatismes. Donc toi, tu auras les mêmes questions. Ça commence par une phrase assez drôle. La guerre, c'est une éternité à rien foutre, sans une minute de repos. Alors, je note aussi que donc c'est pas toi le scénariste, c'est Aurélien Ducoudray. Tout à fait. Cette phrase, qui c'est qui l'a décidé est-ce que... Alors écoute, je n'étais pas au courant avant la publication, donc je pense donc, c'est une surprise. C'est une idée de dernière minute d'Aurélien, mais elle est très bien choisie parce que elle est à la fois drôle et à la fois glaçante, parce que c'était la réalité de la guerre. Il est resté sur le front souvent. Il y a eu plus de morts durant cette première guerre, de froid, de faim, d'inactivité à cause de l'hiver, etc. Tout était très rude, que par les armes. Donc ça, c'est révélateur. C'est vrai qu'il passait beaucoup de temps à attendre comme ça. Et il mourait de maladies, de typhus, de choléra, des choses comme ça. Plus que des combats... Plus que d'une balle, quoi. Réellement, quoi. Ouais. Et je pense que cette... je sais plus qui l'a dit d'ailleurs, mais cette citation fait un peu référence à ça. Et en même temps, elle se veut ironique et humoristique. Et c'est tout à fait la nature de cette BD, qui est une comédie dramatique. Même si il y a un semblant d'happy end quand même. Parce que, effectivement, ça se veut drôle quand même. En tout cas, il y a du burlesque, c'est tout un... C'est un équilibre, enfin, trouver les bons moments. Ouais, voilà, c'est très inspiré des comédies donc italiennes des années 60 par exemple, où on pouvait naviguer entre le noir, le drame et l'humour caustique. Caustique. Petite précision, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Un petit comité, autant en profiter, ce sera un peu moins guindé. Tout de suite, première question. Vous en prie. Qui est-ce qui a eu l'idée de chapitrer la bande dessinée? Je trouve que c'est intéressant de couper la bande dessinée comme ça en chapitres, alors qu'on a plutôt l'habitude du roman chapitré. Et pas... Alors je crois que c'est l'éditeur. Ouais. D'abord parce que ça ressemble un peu le début la fin du 19e, début 20e, il y avait Flores dans la presse de format feuilleton, quoi. Et donc là, l'idée, c'était de reprendre un peu ça, de rythmer comme ça par des chapitrages, des épisodes comme ça. Chaque chapitre se termine sur... elle conclut une situation. Il y a vraiment... à chaque fois, il traverse des étapes différentes. Et il change. Et puis, c'était l'occasion de... Parce qu'à l'origine, on voulait faire comme ça un cartouche d'époque, rajouter une citation comme il l'a mis au début. C'était d'ailleurs la seule qui a survécu. Bon, après, ça faisait un peu lourd. Mais le chapitrage, on l'a gardé quand même pour créer un peu de respiration. Parce que le problème, c'est qu'ils sont toujours en mouvement. Ça va toujours très vite. Donc pour bien montrer les différentes phases et l'évolution, et pour respirer un petit peu, on a laissé les chapitres. Je crois que c'est ça. Dans tes souvenirs? Je vais peut-être oublié, ça fait longtemps. Encore un tout petit peu au début du livre, juste après la fameuse citation, il y a le commandant. Alors moi, naïvement, je crois que c'est le début de la guerre, sauf qu'on se rend compte que c'est le commandant qui joue au petit soldat. Est-ce que c'est une métaphore de la guerre, ou c'est un peu des gens qui craignent rien, qui envoient des gens au front et qui n'ont rien demandé? Alors écoute, comme je te l'ai déjà dit, effectivement, mais je comprends que tu reposes des questions, c'est très intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, et Aurélien, quand il a écrit, on n'a pas parlé non plus, mais c'est une bonne remarque, parce que ça peut être effectivement tout à fait une métaphore de ce qu'était la guerre à l'époque. Ça l'est un peu toujours, mais à l'époque, on avait vraiment une considération
vis-à-vis des soldats, la vie n'avait aucune valeur en l'occurrence. C'est un peu comme pour Truffaut où il choisit pas d'y aller, et il n'est pas du tout taillé pour ça. Et... Oui, tout à fait. Donc malgré, il faut qu'il y aille. Ouais, le terme de chair à canon est mis à ce moment-là. Il n'y avait aucune compassion. L'objectif était moins de protéger les soldats que de protéger le matériel, par exemple. Ça, c'était plus vital pour les officiers. Et donc, pour rester un petit peu sur Aurélien, façon de parler, quel rapport tu as eu avec lui? C'est lui qui t'a... Très bon. Vous êtes resté en bon terme? C'est vrai que ça peut mal finir, hein. C'est des travaux, c'est des égos toujours qui se... Mais bon, moi je travaille qu'avec des amis, et il m'avait déjà demandé des thématiques qui pouvaient m'intéresser, etc. Moi, j'aime bien les trucs d'époque. Je me sens pas trop à l'aise dans des histoires contemporaines. Ça m'intéresse moins de faire des décors d'aujourd'hui. Et donc j'imaginais qu'il allait plutôt m'écrire quelque chose qui se passe au 19e, voire au 18e. Bon, il a opté pour la Première Guerre, c'est très bien aussi, puisque la Première Guerre, il y a... déjà, c'est un sujet passionnant, et puis il y a quand même tout un décorum d'époque qui est hyper sympathique à dessiner. Et justement, au niveau de toute cette ambiance, il faut être assez cohérent sur... je vais parler des recherches, il faut être cohérent sur les costumes, sur les armes, sur... Oui, un minimum. Donc, de ce que j'ai là, j'ai pas trop fait... Moi, je fais jamais trop d'efforts dans ce domaine-là. Dès que j'ai vu quelques... Le style de l'époque, je synthétise un petit peu. Et pareil, par exemple, pour le matériel militaire et tout, hein, les chars, etc. Je synthétise. Voilà. Dès que le dessin évoque la période, l'époque, ça me va, quoi. Ouais, tout c'est pas de se retrouver avec des anachronismes ou des choses un peu trop... Ah bah bien sûr, quand même pas. Mais je suis pas fasciné par la documentation, plus par le texte, la façon de parler, le vocabulaire d'époque. Là, ça m'intéresse beaucoup plus parce que ça crée vraiment un décalage. Ouais. Alors que, bon, formellement, après c'est pas très dur parce que l'architecture, en tout cas en centre-ville par exemple, n'a pas trop changé. Les sapins sont toujours des sapins, ils n'ont pas trop changé. Peut évoluer. Donc bon, à part la façon de s'habiller, effectivement, là tu vas couvrir, tu vas chapeauter quasiment tous les personnages, parce qu'à l'époque tout le monde portait des chapeaux, ou des costumes 3 pièces, en tout cas. Oui. C'est ce qu'il y avait les moyens. Donc, mais au-delà de ça, je ne vais pas plus loin que ça. Et l'histoire, elle t'a été livrée de A à Z, ou c'était une espèce d'idée en cours, c'est un travail qui s'est fait un peu tous les deux Alors, au niveau de l'histoire, c'est très souvent qu'on travaille à deux sur des scénarios, qu'on part d'une idée qu'on aime bien, ça, on est sûr qu'on va s'entendre. Mais là, en l'occurrence, non. Lui, Aurélien, quand il livre un scénario, il l'écrit entièrement. Tous les dialogues, du début jusqu'à la fin, il te donne un roman, quoi. Un petit roman d'une 40aine de pages. Et voilà. Du coup, c'est quand même vous qui choisissez, par exemple, comment vous présentez un plan. Enfin, chaque fois que vous dessinez, ah oui. C'est vous qui choisissez l'angle de vue. Ouais. Ça, on s'entend avec le scénariste dès le départ. Il te dit sous quelle forme tu veux que je te donne le scénario, est-ce que tu veux que je te précise la prise de vue, les angles, etc. Non, moi, surtout pas. À part de savoir qu'il fait jour ou qu'il fait nuit, voilà, le reste... parce que c'est pas possible, sinon la mise en scène, tu peux la faire qu'au dessin, tu peux la faire que... Enfin, en tout cas, voir si ça fonctionne que quand tu as fait le storyboard, donc le brouillon des pages propres. C'est là où tu vois qu'un scénariste, je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais ça, je comprends pas comment ils font, parce qu'ils peuvent pas savoir la place que va prendre une case, quel cadrage choisir. Si, bon, ils peuvent, si la situation est grave pour le personnage,
qu'il est complètement perdu, etc. Choisir une plongée sur le personnage pour l'écraser physiquement. Bon, ça, d'accord, il peut le prévoir. Mais il y a un truc qu'il ne peut pas prévoir, c'est comment va se dérouler la lecture suivant la taille le rythme, il ne peut pas le savoir. Le rythme, lui, il va l'induire par son écriture, etc. Si éventuellement, entre le dialogue, il met une voix off, mais au-delà de ça, c'est vraiment le dessin qui va donner le rythme. Le choix de la taille de chaque case. Et puis en plus, il peut... moi, j'aime bien, comme à l'ancienne, mais une forme de pas de chute, mais des cliffhangers à la fin de chaque page de droite. Ça, s'il devait l'anticiper, c'est très dur. C'est pour ça que moi, après, j'enlève des textes ou j'en rajoute. Pas grand-chose, hein, parce que ça tient pas à grand-chose. Pour allonger la scène ou la raccourcir. Mais là, en l'occurrence, non. Moi, je demande à ce qu'il n'y ait pas d'informations à ce niveau-là de mise en scène. Surtout qu'en plus, moi, le plaisir, c'est mettre en scène. C'est plus de mettre en scène que de dessiner. Dessiner, c'est très très laborieux. Très laborieux, et puis assez répétitif, de dessiner des personnages des milliers de fois. Par contre, la mise en scène, quand tu comprends vraiment que c'est un art, entre guillemets, ou en tout cas un langage qui répond à des trucs très précis, ça c'est hyper intéressant. Parce qu'il faut une espèce de cinématographie dans le rythme, dans le cadrage, dans... Oui, il y a plein de liens avec le cinéma, plein de figures de style communes, mais c'est quand même très différent. Très différent, parce qu'au cinéma, par exemple, le metteur en scène, c'est un vrai dictateur, il va décider de combien de temps tu vas passer à regarder une image. En BD, on peut pas ça. Moi, je peux pas contraindre un lecteur de rester 2 heures sur une case, sur laquelle j'aurais travaillé 3 jours, parce qu'elle est belle, tout ça, ou parce que c'est important pour le rythme de l'histoire. Pour aménager la chute, etc. Ça, je peux pas le contraindre. Un tout petit peu. Si je veux qu'il passe très vite sur une page, je fais un gros plan, par exemple, je fais une toute petite case. Et si je veux que ça s'enchaîne très vite, je fais des cases en hauteur. Si je veux, par contre, un peu laisser plus de temps sur la lecture, je vais faire une grosse case qui tient soit toute la page, ou en tout cas tout un strip. Il y a quelques procédés comme ça qui te permettent d'infléchir un peu sur le rythme de lecture. Mais nous, voilà, ça c'est l'un des avantages, entre guillemets, du cinéma, de choisir ce temps, effectivement. Donc c'est avec ça que tu peux créer la peur, par exemple, la surprise. La surprise en bande dessinée, ça n'existe pas. À part peut-être si tu mets la case révélatrice derrière la page. Mais en même temps, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il y a d'autres cases après qui arrivent dans la page, il faut les remplir. Ou alors tu fais toute la page. Mais tu vois, la surprise en BD, c'est très compliqué. C'est pour ça que la peur et le comique, c'est un petit peu compliqué. C'est une mécanique très, très complexe. Mais par contre, je peux faire plein d'avantages, je peux faire des trucs extrêmement compliqués, parce que je sais que le lecteur, si ça l'intéresse vraiment, il peut revenir en arrière. Il peut relire le truc, tu vois, voir le petit détail qu'il a raté dans le dessin. Tu vois, j'ai quand même plein d'avantages. Bon, au cinéma, ils peuvent le faire aussi, mais je peux mélanger les plans, la temporalité. Je peux tout faire. Je peux rajouter une voix off. Je peux montrer les pensées du personnage. Il y a plein de trucs que je peux faire. Je peux faire des trucs très complexes dans la temporalité qu'au cinéma il n'est pas évident de faire. Au cinéma, tu peux pas revenir en arrière. Si le mec il a raté le truc, bah, tout est foutu, quoi. En BD, tu peux tenter ce genre de choses. Tu peux te raccrocher aux branches. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des figures de style. On dit que c'est du cinéma de papier, mais c'est pas du tout le même langage en réalité. Mais il y a des figures de style communes. L'ellipse, évidemment, entre chaque plan, entre chaque case. Il y a quelques points communs. Ouais. Oui, alors qu'au cinéma, il faut garder une certaine... Et puis les prises de vue, effectivement, c'est le même langage.
on fait des contre-plongées, on fait des plongées, des moments précis. Tu vois, on fait des plans larges ou des gros plans, des plans rapprochés pour des raisons précises. Et c'est ça qui est intéressant dans la bande dessinée. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le langage plutôt que le dessin. J'aime pas m'appesantir sur un dessin, surtout que plus tu passes du temps, plus tu t'appesantis dessus, plus il est figé le dessin. Alors, l'idée, c'est quand même de donner un peu de vie au personnage. Alors, selon l'histoire, de donner du mouvement. Voilà. On a vu qu'il y a 4 personnages. Une jeune fille jeune, qui a une petite vingtaine d'années. Ouais, voire moins. Voire moins. Et donc on a 4 personnages avec une voyante, tu l'as dit qu'il voit pas grand chose, on a un grand costaud un peu tout rapiécé, et justement d'avoir des personnages, alors bien que t'aies pas écrit le scénario, mais d'avoir des personnages avec des tempéraments aussi éclectiques, ça permet un peu à ce que chacun puisse s'identifier à un personnage. Oui, et puis c'est surtout pour montrer, ça serait comme les différentes facettes d'un même personnage. D'accord. Et puis c'est de partir sur des trucs un peu extrêmes, sachant que le noyau de l'histoire, c'est que ces personnes évoluent. Donc on part, tu vois, sur des trucs qui sont un peu caricaturaux, et on les fait évoluer, et du coup, il y a plus de contraste, et donc c'est plus visible, ça se voit mieux, quoi. Il y a Louise, qui est la moins caricaturale des personnages, mais qui évolue aussi beaucoup. Parce que de tout l'intérêt de l'histoire, c'est comment on évolue en traversant une période aussi surréaliste qu'une guerre, quoi. Surtout que la première guerre, c'est très spécial, c'est la première guerre moderne, on n'avait jamais vu ça, quoi. C'est la plus meurtrière jusque-là, quoi. Après, la Seconde Guerre a été beaucoup plus meurtrière, mais là, on a eu une dizaine de millions de morts, une vingtaine de millions de blessés, de gens handicapés par ça. Les gueules cassées, c'est là, non ? Les gueules cassées, bien sûr. Ça a été extrêmement meurtrier, et puis on n'avait jamais vu ça, quoi. Des trucs armés comme ça, c'est l'apparition de l'artillerie, l'apparition des avions, des bombes, et le début de la guerre chimique, le gaz moutarde, tout ça, c'était... Il y a sarin aussi, hein, c'est ça ? Je sais pas, peut-être, le gaz sarin, ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, c'était de la science-fiction pour les gens, quoi. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Avec des personnages éclectiques. Oui, donc c'est ça, l'histoire raconte l'évolution et une forme de découverte de la réalité de nos 4 personnages dans le cadre d'un événement surnaturel pour eux qu'est la guerre, quoi. Même si des guerres, ils en ont toujours connu. Je veux dire... une période de 30 ou 40 ans sans guerre, ils connaissaient pas ça. Dans une vie, normalement, tu avais forcément fait une guerre, quoi. Leurs parents avaient fait la commune, enfin, tu vois, c'était 40 ans avant. C'est un autre... Mais bon, quand même, là la guerre, c'est vraiment une guerre qui ressemblait rien, absolument pas à ce qui l'avait précédé. Et justement, dans cette ambiance un peu très très glauque, il y a, donc on l'a dit, il y a à la fois des moments difficiles parce que justement c'est la guerre, mais aussi il y a des moments assez drôles. Ah bah oui, l'objectif c'est que ça soit toujours un petit peu drôle, ouais. Toujours un petit peu décalé. Qui vient sortir un peu le lecteur de l'ambiance de la guerre. Oui, bah, parce que la guerre on la voit quasiment jamais, hein, en réalité, hein. C'est vraiment un décor. Bon, après, elle est toujours là. Et c'est un personnage important, puisqu'il induit toutes les réactions de nos personnages, il influe sur tous nos personnages. Et en même temps, en même temps, Aurélien, il parle de tout. Il parle à travers Louise, qui va se découvrir une conscience politique, il parle des mouvements qui naissent à cette époque-là, le bolchevisme, enfin le début du communisme, par exemple, ou d'autres trucs comme ça. Il y a le manifeste du Parti communiste, c'est ça ? Ah oui, bah ça c'est important parce que ça va avoir des conséquences
Oui, puis ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que c'est la fin du tsarisme, il y a plein de trucs énormes à cette époque-là. Et ça, il en parle entre deux blagounettes ou des trucs comme ça. Comme les chairs à canon qu'on faisait venir d'Afrique du Nord, les Sénégalais, et puis les Japonais. Pas beaucoup de gens qui ont dit que c'est mondial, mais effectivement c'était mondial. Pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a plein de Japonais qui sont venus se battre à côté de nous. Ça permet de porter un discours politique, du coup. Et en plus, bon ben là, forcément, un bon scénario bien écrit, ça reflète toujours le contemporain. Donc là, il parle de cette réalité de l'époque, et puis tu es obligé de faire référence à ce qui se passe aujourd'hui. Je m'aperçois que ça n'a pas énormément changé, cette idée sur l'étranger. Donc effectivement, là, quand il évoque les Africains du Nord, ou ces genres de choses, il y a un clin d'œil à aujourd'hui, évidemment. C'est la scène dans l'église où... Oui, la scène dans l'église, ouais. Où il y a beaucoup de gens qui sont recueillis, et des gens de toute origine, culture, religion. Oui, c'est que des soldats du côté français, et puis tu t'aperçois qu'il y a des Américains, des Afro-Américains en l'occurrence, parce que c'est les premiers qu'on a envoyés, ce qui est quand même très parlant, hein, avant d'envoyer des Blancs américains. Et oui, il y a des Turcs, il y a des Japonais, il y a plein de nationalités différentes. Vas-y, tu prends ma place peut-être. Non, pas du tout. C'est parce que du coup tu parlais de l'église et il y a une case là qui me fait énormément penser, mais peut-être c'est moi qui extrapole du coup au pirate qui est sur son mât dans c'est Astérix et Obélix. Ah, Baba. C'est ça. C'est Baba. Ouais. Ça avait rien à voir, c'était pas du tout fait exprès. Je pense pas, parce que j'ai pas lu beaucoup d'Astérix et Obélix, mais peut-être qu'il y a un rapport inconscient. Parce que je vois très bien qui c'est, machin. Hein. Ouais. C'est le pirate qui est en Tout haut. en haut du mât, et quand il voit arriver. prend pas les airs. Ouais, c'est ça. Oui, qui est le black hyper fort. Quoi. Et donc tu as fait beaucoup de bandes dessinées de différents styles, mais ton style de prédilection, donc c'est la BD d'histoire. Oui, je préfère des histoires qui se sont passées dans le passé plutôt qu'aujourd'hui. Ouais. C'est dû à quoi? Ce goût pour... Ah ben parce que c'est un pur plaisir de dessin. Parce que c'est beaucoup plus sympathique de dessiner une voiture des années 20 qu'une Clio, quoi. Oui, ou une Smart. Ou une Smart. Encore les Smart. Pas mal. C'est facile. Puis les Smart ont un style un petit peu, quoi. Tu vois, les autres, j'ai cité la Clio, je n'ai rien contre la Clio, parce que j'aurais pu choisir n'importe quelle autre, puisqu'elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. De toute façon, tu vois le truc. Non, et puis ça n'a pas les courbes, les styles de l'époque, tu vois. Là, on est en plein, si on s'intéresse à l'art nouveau et tout, tu vois le truc, là. Plein de volutes, machin, c'est fantastique à dessiner. C'est vrai que la période du Moyen-Âge, t'imagines les robes et tout, les tenues des mecs, c'est un bonheur. Les pirates, c'est pareil. Quand tu fais des recherches sérieuses sur les pirates, moi j'en ai dessiné des tonnes. C'est compliqué tous ces trucs là, ça part dans tous les sens, mais il y a des rayures, il y a c'est magnifique. Comme Jack Sparrow, par exemple. Et justement tu as dessiné, alors c'est pas de la BD historique, mais un Frankenstein. Ouais. Donc là ça a dû te... là c'est pareil. Te faire plaisir. Là, c'est super, là ils ont tous des lavadières, les mecs, ils ont un costume 3 pièces, c'est la redingote. Tu vois, le gibus sur la tête, c'est super, quoi. C'est l'architecture un peu particulière. Et alors, l'architecture, par contre, est plus compliquée, mais elle est quand même plus sympathique que faire un Monoprix. Ouais. Bon, après, tout ça peut avoir du charme, mais parce que j'y étais confronté à la BD juste avant, la Ghost 111, qui était un polar, qui se passe aujourd'hui. Bon, finalement, j'ai trouvé un certain plaisir à utiliser la règle, tu vois, à faire des trucs bien droit. Bien droit, ouais, ça peut être pas mal. Mais enfin, c'est moins amusant quand même.
Et justement, vu que tu parles de Ghost Town, c'est une bande dessinée qui a été primée. Ouais. C'est fou. C'est bien une raison. Non, ah bah oui, le scénario qui n'est pas de moi, le scénario est fantastique. Fantastique. Mais j'avais lu la sélection et de loin c'était le meilleur des scénarios, mais par contre je pensais que les dessins allaient freiner. Mais non, bon, finalement elle a eu le prix. C'est bien, c'est une consécration quand même. Oui, c'est une consécration, oui, mais moi j'ai conscience que. En même temps j'ai énormément travaillé la mise en scène et tout. Certains l'ont perçu parce que j'ai lu des bonnes critiques à ce niveau-là. C'est quand même assez rare dans les critiques de BD. Peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas trop s'arrêter sur le dessin, qui est quand même très froid, très rigide et tout ça. Mais la mise en scène, parce que là, l'intérêt de ce scénario, en dehors de l'histoire en elle-même, qui est superbe, hein, c'est le rythme qui est absolument... puisque c'est le premier scénario, c'est son premier scénario, à Marc Escursol, qui vient du cinéma. Et qui vient même du cinéma et de la télé. Et il a eu de l'aide de la part d'un ancien ou actuel, je sais pas. Il l'est toujours. Je crois qu'il n'est pas mentionné, c'est ça? Ah oui, il a un pseudo. Il a le pseudo dans le pseudo. Moi, je le connais sous 3 noms. C'est un commissaire divisionnaire qu'on voit, je sais pas, qu'on entend très souvent sur France Inter, qui a eu des postes très importants et qui est un fan de BD à côté de ça, mais oui, qui a aidé. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas inventer. C'est tout à fait réaliste. Hein. C'est pour ça que c'est un livre réaliste, très réaliste. Alors les gens pensent tout de suite au dessin. Le dessin n'est pas très réaliste. Hein. Enfin, j'ai fait un effort, mais il n'est pas très réaliste. Les personnages. Le prix vient du scénario. Hein. Ah, le scénario est... moi, je n'aime pas les polars. Ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie. Et quand on me l'a proposé, mais je l'ai lu en 2 minutes et le rythme m'a... On voit bien qu'il vient du cinéma et tout, parce qu'il y a une chose que beaucoup de dessinateurs, auteurs n'arrivent pas à faire, c'est justement cette histoire de temporalité, de rythme, de sanction, de découpage. Ouais. Et là, tout était fait. Alors là, il fallait suivre à la seconde ce qu'il m'avait proposé et trouver des solutions. Et j'en ai trouvé quelques-unes dont je suis assez content, quoi. Mais là, en l'occurrence, en m'inspirant du cinéma. Par exemple, j'ai fait un truc qu'on voit pas souvent dans les BD. Là, c'est le quart d'heure de Vendredi. Je crois pas. En même temps, je lis pas non plus des tonnes de BD. Mais tu vois, ce livre, le problème, c'est comme souvent d'ailleurs dans les enquêtes et tout ça, tout se passe dans des bureaux. Bon, en plus, lui, c'est l'un des scénaristes du Bureau des légendes. Les bureaux, il connaît bien tout ça. Mais c'est vrai que tu vois les commissaires, les inspecteurs qui parlent surtout. En plus, c'est très administratif. C'est ça qu'il voulait montrer et tout. Et alors, poser sa caméra dans un bureau, dans un espace fermé comme ça, tout petit, et pas s'endormir, tu vois, parce qu'il faut créer un rythme quand même. Sans enchaîner les contre-plongées, les plongées, tout ça, parce que ça sert à rien. Ça fait mal à la tête et tout. Ça, c'était pas évident. Alors du coup, j'ai fait comme au cinéma. C'est-à-dire que, tu sais, très souvent au cinéma, le mec, pour justement garder un certain rythme, les personnages n'ont pas fini de parler, mais on est passé déjà sur un autre plan. Oui. Tu vois ? Souvent, c'est à l'extérieur et tout, il ne faut pas non plus que ça parasite le machin. Mais les personnages continuent à parler, alors l'action suivante, on est déjà sur l'action suivante. Et ben là, j'ai fait la même chose en BD. Et ça fonctionne pas mal, je trouve. Parce que sinon, c'était trop statique. Or, le plus intéressant, c'était le rythme qu'il avait induit là, dans son scénario. Et tu es le premier à qui il a proposé le scénario ? Non, à vrai dire, il avait les deux, là, le commissaire et lui, avaient délégué tout ça à Franck Marguin, qui est l'éditeur de Glénat, et il leur avait dit trouvez-moi un dessinateur dans votre écurie. Voilà, on veut pas un dessin réaliste comme on voit classiquement dans les polars. Voilà. Non, j'ai pas été la première. C'était pas la première proposition que leur avait fait l'éditeur, mais ils ont refusé les autres, ce qui est très bien. Oui.
Donc, très bien, pour toi, du coup. Donc c'est terrible parce que d'habitude je fais jamais les trucs de commande, ça n'arrive jamais les trucs de commande. Le dessinateur il propose son projet et puis il trouve un éditeur qui veuille le faire. Mais lui il fait jamais de mariage, l'éditeur, je m'occupe pas de ça. Là le scénario était tellement bien que là l'éditeur a dit oh là, pour garder le bébé dans ma maison, je vais te trouver un dessinateur quoi. Je vais trouver quelqu'un. Ouais. Mais c'est affreux parce qu'en somme tu t'aperçois que tu es dans un appel d'offres. Oui. Et quand tu t'aperçois ça, tu dis attends, non mais c'est quoi là? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dessinateurs qui ont. Tu m'as pas choisi. Ouais, c'est un concours quoi. La réalité c'est que ils te demandent qu'à toi à ce moment précis. Voilà. Ils ne te demandent pas à plusieurs en même temps, parce que tu imagines le mec qui regarde. Non, c'est pas bon ça. Toi tu t'es investi et tout, tu trouves le machin génial. Ça va. Bon bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, mais bon, c'est bien de savoir aussi ce que tu as fait d'autre. Pour passer sur la technique un petit peu, c'est quoi la journée type d'un dessinateur? D'un dessinateur ou de moi? Moi, mes potes, ils comprennent pas comment je fais, mes collègues de métier. Alors moi, je travaille pas le matin. Si, bien sûr, je travaille le matin. Mais je lis beaucoup de revues et de livres le matin, parce que ça fait partie de mon boulot. Exactement. Parce que j'écris aussi des scénarios, je n'ai pas toujours un scénariste avec moi. Et je prends des notes et j'écris des histoires qui me passent par la tête. Et l'après-midi, là, je fais du dessin. C'est très... il faut se mettre... Oui, là, il faut se cadrer. Là. Comment télétravail, il faut se cadrer, sinon... sinon c'est là où c'est bien d'avoir des enfants, parce qu'eux, ils te cadrent, ils te réveillent le matin. Ils te disent quand ils ont faim. Ah ouais, c'est là. Si tu faut dormir. T'as tendance à faire... je ferai ça demain, quoi. Vous avez un autre travail à côté ou non. Vous vivez de votre plume? Oui. Ah, super. Depuis 20 ans. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis tous les matins. Oh, dis donc, c'est fou ça. J'étais parti sur quelques mois et puis bon. Alors tant que je gagne, je joue. Bon. Mais c'est une remise en cause permanente parce que il faut décrocher un truc. Mais bon, avec l'expérience, je sais que c'est ce que j'explique dans mes cours et tout ça. Et après, j'ai le directeur qui vient me voir et tout. Parce que je leur dis aux gamins dans les écoles de bébés, le plus dur, c'est pas de trouver un style et tout ça. Il va vous tomber dessus à force de travailler. Quand tu dessines, il va te tomber dessus le style. Et puis même les histoires, ça s'apprend. Écrire... Il y a des livres, comment écrire un scénario et tout, mais c'est vrai que c'est pas comment dire, c'est pas une fumisterie. C'est vrai que un scénario, ça s'apprend, ça a des codes, ça a des systèmes, tu vois. Un scénario pour les nuls, c'est bon, quoi, ça marche. Bah oui, bien sûr. Les idées, il y en a plein, hein. Il suffit de lire le journal le matin et tout ça. Hein. Après, il faut savoir la présenter, etc. Et ça s'apprend. Comme de faire la BD, qui est un langage qui s'apprend. Donc c'est bien qu'il y ait des écoles. Mais par contre, ce qu'ils ne savent jamais, les jeunes, c'est que psychologiquement, c'est un métier horrible, parce que alors déjà, tu es totalement indépendant, hein, tu es un indépendant, tu as un statut d'indépendant, mais c'est surtout que tu ne peux pas te projeter, à moins, évidemment, d'avoir du succès. Voilà. Ce qu'on te souhaite. Évidemment, ouais, enfin, ça fait longtemps, là. Il faudrait que ça arrive. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que... Oui, c'est que... Tu peux pas te projeter dans l'avenir, tu vis toujours à flux tendu, au jour le jour, et qu'au mieux tu peux te projeter sur un an, qui est le temps de faire un album. D'ailleurs tu pourrais dire non mais moi je mets 2 ans pour faire un album. Ah bah 2 ans tu vivras pas avec ce qu'on te donne. Hein. Bah, moi quand je dis 1 an, moi je mets 6 mois pour les faire, mais parce que je mettrai moins, je pourrais pas me dégager un salaire convenable. Tu vois. Donc tu peux pas, c'est pas vrai, tu peux pas passer plus de temps. Ou alors, toi. Donc moi il faut que j'ai 2 contrats par an. Et puis il faut que surtout, ça je l'ai appris avec le temps, tu vois, parce que les jeunes dessinateurs, des fois je leur dis ah ouais j'ai obtenu un projet et tout dans une petite maison et tout, et je le fais. Et puis quand j'ai fini, j'ai une autre histoire et tout. Bah non, n'attends pas d'avoir fini. Hein.
tu fais en parallèle une autre histoire et tu signes pendant que... C'est toujours plus facile de trouver du boulot quand tu as déjà du boulot. Tu vois. Ouais. Et là c'est pareil. Parce que sinon, tu peux pas... Tu es toujours à flux tendu, à vivre un jour le jour. Tu peux pas attendre. Moi, quand je dis ça aux élèves, après, moi, le directeur, il vient me voir, il me fait attends, il faut pas leur casser le moral comme ça. Oh. Attends. Ben quoi? C'est ça la vraie réalité. Alors, pourtant, c'est la réalité, quoi. Non, mais ça demande quand même une sorte de... Moi, j'ai la chance de pas me projeter. Tu vois. Je suis très mal organisé. Enfin, j'ai appris à m'organiser, j'ai pas le choix. Mais déjà, par nature, tu vois, j'anticipe jamais le truc. Et ça m'a sauvé. Parce que sinon, tu paniques. Hein. Tu te dis, oh putain, mais déjà, je vais pas avoir de retraite. Alors, quand j'aurai fini ce contrat, j'ai plus rien. Il va falloir que... Parce que, bon, il faut pondre le truc qui intéresse. Il faut le présenter à plusieurs éditeurs. Et puis alors, les éditeurs ne sont pas pressés pour te répondre. Hein. Eux, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils ont leur fixe tous les mois. Hein. Donc, ils peuvent mettre des plombes à te répondre et tout. Et puis, toi, t'attends et tout. Puis, tu vois ton cachet qui défile et tout. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais ça fait partie aussi de la réalité du métier. Oui, voilà. Quand tu es salarié, on n'a pas ce problème. Oui, c'est parce que voilà, tu me parlais de la réalité du métier. C'est ça, la réalité du métier. Froide, dure. Ouais, mais sinon, c'est fantastique. Hein, parce que je suis payé pas grand-chose. Enfin, relativement bien, finalement. Plus que le SMIC. Et j'ai la liberté de faire ce que je veux, à vrai dire. Moi, si demain je veux pas travailler, je travaille pas. Bon, après j'ai quelques échéances quand même, mais bon, disons que... Un jour ça passe. Voilà. J'ai pas ce qu'ont certains dans leur bibliothèque, là, comment ça s'appelle? Les badges. Ouais, voilà. Badges, avec les badges, tu vois, j'ai même plus le nom tellement que ça m'est totalement inconnu. C'était là des bibliothécaires qui nous parlaient que c'était la badgeuse avec la main, véridique. Il fallait mettre c'est les empreintes. Les empreintes digitales. Ouais, c'est, autant pour la NASA, je veux bien. Parce que Rémi leur disait, bah écoute, tu prends le badge de ta copine, qui peut arriver. Parce que le problème, c'est pas de faire péter la journée, c'est que si elle a un quart d'heure de retard, tu sais, c'est. Mais non, on peut même pas le faire parce que c'est digital. Alors il faut couper forcément. Bibliothèque de Saint-Tropez, ils sont. Ça rigole pas. Ils doivent faire 40 mètres carrés. Et non, c'est pas assez raide. Toi, tu dis Saint-Tropez, c'est bon, c'est la belle ville. Non, ça t'inspire des histoires. Hein. Peut-être que c'est le point de départ du gendarme. Est-ce que je te fais le coup du portrait chinois ou non? Ouais. Oh, tu sais ce que ça me fait à chaque fois. Hein. Je pars dans des délires comme là. Je n'aurai absolument rien à voir avec le flou. Pour rester sur la technique, tu bosses avec quel matériau? Tu vas bosser avec quel matériel sur cet album, sur Va-t-en-guerre? Et ben donc tout dépend. Moi, c'est le matériau, je ne choisis pas. C'est lui qui me choisit. Hein, t'attends sur le canapé, t'attends qu'il te choisisse moi. Non, mais c'est vrai que c'est le fond, c'est l'histoire qui choisit de la forme. Donc je peux pas utiliser le même outil si je fais comme tous les genres m'intéressent. J'ai fait de la science-fiction, j'ai fait de l'adaptation littéraire de toute époque, roman moderne ou roman du XVIIe comme Frankenstein. C'est vraiment le sujet, le genre qui va me dicter. Quand j'ai fait un truc sur les adolescents chez Sarbacane, j'ai fait ça avec les feutres de mes enfants, sans cerner de noir, des couleurs très flashy, qui font pleurer les yeux, parce que ça me semblait tout à fait en rapport avec l'image que j'ai de l'adolescent. Quelque chose à vif. Oui, un cœur à vif qui découvre les choses et qui ne connaît pas le moyen, la demi-mesure. La demi-mesure, voilà, qui est soit au sommet du bonheur et de la joie, soit au fond du trou, quoi. À la limite de décéder, tu vois. Et je trouvais que des couleurs comme ça, du rose, du violet, qui font vraiment mal aux yeux, pouvaient tout à fait, tu vois, être au plus proche de ce qu'on racontait. Parce que là, ce qu'on racontait, c'était la vie d'une jeune fille qui se découvrait femme, etc. Voilà, et puis quand je fais Frankenstein, qui est une histoire très noire,
Je fais ça avec un pinceau très épais, je mets des masses de noir de partout, des couleurs vives, mais en même temps très, très bouchées, très éteintes. Pas de pastel, tu vois, pas de trucs légers, hein, des trucs lourds, quoi. Parce que toi, tu as mis l'accent sur Frankenstein, donc le savant, et pas sur son monstre. Ce que tu disais, c'est que toi, oui, tout à fait. Ce qui t'intéressait, c'était Mais bon, je l'aurais fait sur son monstre, l'ambiance aurait été la même, hein, un truc de toute façon fantastique, avec les couleurs, mais en même temps très noir, avec des masses de noir, un cerné très épais, très charbonneux, très lourd. Il fallait que je fasse des cases qui étouffantes, quoi. Qui sont effectivement le reflet, là en l'occurrence des deux personnages. Hein. J'aurais choisi la créature, j'aurais fait pareil. Mais là c'était surtout l'intérieur du savant, quoi. Du savant que je voulais illustrer. Et donc là, tu travailles sur... donc là, tu t'es déjà projeté sur autre chose. Alors normalement, j'attends des réponses pour un western, mais là, il faut que ça aille vite. Hein. J'en ai des réponses positives, mais moi, tant que c'est pas signé... Il n'y a rien de sûr. Faut jamais, hein. C'est ce que je dis à mes élèves. Faut que ça soit signé. Enfin, je dis ça comme si je donnais des cours tout le temps. On me rappelle pas, alors. Bon, bref. Oui, un western. Et là, tu vois, j'ai opté pour... pas de cerné de noir, de l'encre de couleur. C'est très très coloré. Et c'est très basé sur des paysages, des ocres, des violets, des roses. Là, je voulais mettre... Pour moi, le western, c'est ça. Tu vois, c'est toujours les couleurs d'un coucher de soleil, quoi. Tu pourrais mettre John Wayne, vu que vous partagez le même prénom. Tout à fait. Je me suis un peu inspiré de lui pour un personnage, parce qu'il a vraiment une gueule qui est devenue archétypale maintenant, tu vois, du western. Quand tu vois la gueule de John Wayne, t'es presque rassuré. Tu dis, ah oui, je suis bien dans un western. C'est bon. Oui, t'as une question ? Oui, je me demandais, quand on a dessiné des centaines de versions des différents personnages, est-ce que c'est dur de sortir de son personnage et de son histoire pour attaquer sur un nouveau projet, justement, travailler sur un nouveau projet ? Non, ça l'a jamais été, mais finalement je m'aperçois que parmi les 25 BD que j'ai faites là, il y a des archétypes de personnages qui reviennent toujours. La demoiselle aux grands yeux avec le nez pointu et les cheveux courts, il y en a plein dans les BD. Alors le traitement il change, des fois c'est plus réaliste, les yeux sont un peu plus petits et tout, mais et le personnage, lui c'est la créature Frankenstein, effectivement, lui je l'ai fait plein de fois. C'est aussi Goran, le héros de Ghost 111, une grosse masse comme ça, avec des énormes mains carrées. Il y a plein de trucs comme ça, je m'aperçois, reviennent. Parce que moi, je pensais ne pas avoir de style. J'en ai pas vraiment, on va dire. Enfin, j'en ai un, mais il est plus dans la mise en scène, le découpage, les trucs, c'est des trucs qui sont moins visibles. Mais je pensais pas trop dans le dessin. Et puis, on m'a toujours dit que qu'on reconnaissait tout de suite le truc et tout. Bon. Après, on est toujours les plus mal placés pour voir sa façon, parce que ça nous semble naturel. Nous, on dit, bah si, mais quoi, ces yeux, ils sont pas gros, ils sont normaux. Ils sont quand même très gros. Hein. Et effectivement, à mesure, je m'aperçois que finalement, je fais toujours un petit peu les mêmes personnages. Mais on ne le voit pas trop parce que des fois, c'est plus réaliste. Et parce que vraiment, la facture, l'outil que tu choisis change tout. Si je fais le même dessin au lavis de gris, sans cerner de noir, comme je l'ai fait pour la révolte des terres, qui est une histoire vraie, et ben on les reconnaît moins, mais en réalité c'est vrai qu'ils sont toujours aussi caricaturales. Ils ont toujours un peu la même bouille. Je les fais toujours un peu bossus, je les fais toujours avec des pommettes saillantes. Ouais, je me suis aperçu de ça, ouais. Donc c'est pas difficile en réalité. Parce que... Il y a toujours un lien. Ouais, à vrai dire, je dessine toujours de la même façon. Et pour terminer, je te pose une seule question. T'as eu un peu... Exprès, je mets un peu de temps mort. Ces petits silences, même. Pareil. Alors, je te repose pas les questions. Une fois, j'avais demandé ton personnage historique préféré.
Il y en a eu 5-6, on est parti de John Wayne, on est parti... Et là, je me suis aperçu que j'étais droite. On est arrivé à Einstein, donc ça fait beaucoup. Mais si je te demande de citer, attention sans réfléchir, un événement historique marquant. Un seul. Eh ben, écoute, alors là, spontanément, sans réfléchir, quand on a marché sur la Lune. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Et pourtant, je ne l'ai pas vécu, hein. Malheureusement. Je l'ai juste après. J'ai toujours tout raté. Ça a été le plus gros événement, je crois, que dans notre Ah oui, génération, hein. à vivre, ça doit être Quand incroyable. vous avez dit ça, tout de suite, j'ai pensé, moi, à la Lune. Ouais. Tellement... Et quand j'en parle à mes parents qui me disent ils se regardent entre eux, on l'a regardé ça? C'est pas possible. Tu t'es endormi devant la télé. C'est pas possible. Ah non, on s'imagine pas c'est la première fois que oui, évidemment, la Et première fois. puis là, que- il fait ah si, c'était très tard dans la nuit, si, on l'a Vous l'avez regardé pas ça. vu, mais vous l'avez su, quand même. Vous saviez qu'à l'instant où ils se sont posés, vous l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu ou... À moi? Oui. Bah j'étais pas né alors. Ah oui. Ah ouais, j'étais pas né. Oui. Mais mes parents, quand je leur dis ça, ils se souviennent plus trop quoi. Et Si, vous, si, c'est- je crois qu'on l'a vu. c'est je que crois. vous Oui, bien sûr. Bah ouais. Moi, je me souviens exactement, et quand j'en parle à mes amis qui ont mon âge, et qu'on est né après la guerre, donc tout le monde sait où il était, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là. Ah oui, Ça a bah, été le plus alors gros moi pour le 11 événement. novembre, voilà, je m'en souviens. Ça très bien, le 11 novembre, c'est vrai. Septembre. Le 11 septembre. Ah, moi, Il s'est passé quelque chose je suis le dans 11 la guerre, novembre. moi. Ouais, mais je pense que pour notre génération, c'est plus le 11 septembre qui a marqué. Oui, parce que le 11 novembre, j'étais ça, pas né. malheureusement. C'était tout Ah, autre. C'est moins poétique, quoi. C'est moins Une bombe, poétique, c'est des malheureusement. choses que tout le monde peut faire. Hein. Même en 14, on peut lancer une bombe dans un immeuble. Par contre, aller sur la Lune, c'est autre chose. Ah ouais. Ah ouais, ça devait être énorme. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de finir cette info. Alors, pour Oui. le décor, là, vous avez oublié le feu de bois quand même. Où ça? Dans les westerns. Ah oui, Les ah oui, non. paysages magnifiques et le feu de bois. Ah oui, Ah, on j'en est ai fait- d'accord. J'en ai fait plein des feux. On se revoit D'ailleurs, ça quand finit- elle ça est parue. finit sur un- ça finit sur un Sans incendie. odeur. Ouais. Ah oui, j'ai mis des feux Dans les partout. westerns, ce qui était magnifique, c'est tous ces décors, et après le feu de bois. Ouais, tout à fait. Feu de bois. Bah, ça me rassure parce que je l'ai mis plein de fois. Forcément, hein, quand il fait nuit, t'as le réflexe de faire un feu de bois, quoi. Ouais, t'as mis pas la Mais j'en ai mis pas mal, et d'ailleurs dans les planches que j'ai mis, parce que tu envoies toujours des planches, alors surtout pour moi, parce que maintenant, moi, les éditeurs, ils veulent savoir comment je vais le faire. Tu vois? Ils ont la trouvé. Ouais. Son habitude, moi, mes potes, bon, ils ont leur style installé, tu vois, très marqué, tout ça. Quand c'est Bruno ou d'autres dessinateurs, pas de souci, ils savent comment ça va. Moi, maintenant, ils sont. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que, tu vois, tu leur proposes un truc, puis après, tu leur donnes des planches sans cerner de noir au feutre des enfants, où tu vois encore les marques de feutre et tout ça. Oh, putain, Comment lui dire non? donc maintenant, surtout dans un western. Parce que alors ça, ils m'ont tous dit, et c'est vrai que je ne voyais pas comme ça, mais c'est un genre où l'image est hyper importante. Les gens qui aiment les westerns, qui veulent lire des westerns, il faut qu'ils aient ces grands espaces, il faut qu'ils aient ces couleurs bien précises, là, la Georgia O'Keeffe, des trucs comme ça. Et donc, voilà. C'est tu codifié? C'est un univers vois. codifié? Oui, c'est très codifié. Bah, de toute façon, le western est un genre comme peut être le polar et tout, c'est extrêmement codifié. Ouais, c'est très codifié. Et du coup, moi, c'était une question, je pense, assez banale. C'est pourquoi Marion Mousse? Il n'y a pas de question banale. J'ai rêvé de sortir ça. Pourquoi Marion Mousse? Alors, parce qu'il y a 20 ans, j'étais jeune, et je me suis dit qu'un pseudo, j'avais la possibilité de prendre un pseudo, beaucoup de dessinateurs prennent des pseudos. Donc je me suis dit, c'est marrant, je vais prendre un pseudo. Et puis, quitte à prendre un pseudo, je me suis dit, prendre un prénom de fille. Et Marion, je trouvais ça très joli pour un garçon. Depuis, j'ai eu 3 garçons. Mais ma femme n'a jamais voulu en appeler un Marion. Après, je comprends, et il aurait pu un peu souffrir. Et donc, voilà. Et Mousse, bah, maintenant, je suis un peu déçu, mais j'avais dû improviser à ce moment-là. J'avais trouvé un autre nom, mais il existait déjà. Donc, j'ai pris Mousse. Mais je pensais au végétal, moi. Ah, Ouais. oui. Ouais, mais non. Tu pensais à l'alcool? Non, je pensais plus à une mousse sur un bateau. Ah, c'est bon, ça. C'est pas souvent qu'on me le dit, ça. Garde-le, c'est- Non, d'habitude, on me dit toujours Mickey Mouse. Ah ouais, non. Non, Bah, j'étais vraiment plus Ça sur n'a pas trop le rapport, c'est le dessin, tout ça, c'est pas pareil, mais bon. Ouais, mais ou alors sinon la mousse, parce qu'après j'ai pris d'autres pseudos pour faire d'autres BD, dont un qui était Félix Brune.
Et là, on m'a fait remarquer qu'effectivement, mousse, brune, j'avais peut-être un petit problème avec l'alcool. Avec la bière, en l'occurrence. J'ai dit, ouais, peut-être. Bref, donc voilà. Voilà. Après, Marion, au Moyen-Âge, en France, c'était un nom mixte. Hein. Ça l'est toujours en Russie et ça l'est toujours aux États-Unis. D'ailleurs, pour retomber sur nos bottes, John Wayne, son vrai prénom, c'était Marion. Mais déjà, ça craignait un peu, alors du coup, il a préféré s'appeler John. Vous embêtez à la récré. John. John Wayne. Juste une petite question sur les westerns. On ne voit plus du tout de westerns avec des Indiens. C'est catastrophique parce que les gamins ne savent pas ce que c'est qu'un Indien. Oui, et même je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de gamins qui savent ce qu'est un western, on va dire. Oui. Mais les Indiens, c'est catastrophique. Nous, on vend un petit peu de déguisement pour les enfants. J'achète jamais d'Indiens, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ouais. On achète des chevaliers et tout ça. Les Indiens, ils ne savent pas. Alors moi, il y a des à force de les tuer, il n'y en a plus. Parce que nous, les Ratata, tout ça, c'était l'époque où il y avait vraiment de l'Indien. Ah, ouais. Même les films. Hein. Mais là, maintenant, les gosses ne savent plus ce que c'est qu'un Indien. C'est vrai que de certains westerns qu'on voit au cinéma, je te parlais de True Grit avec cette histoire de cette petite fille qui veut venger la mort de son père. Ou peut-être qu'il y a un Indien je crois qu'il les aide, de mémoire. Normalement, il y a toujours... Mais c'est plus les Indiens... Il faut voir le phénomène de ce genre-là, qui a énormément évolué. Il y a le western américain, évidemment, on crée le genre, etc. Et puis il commence à péricliter à la fin des années 50. John Wayne, tout ça. Et là arrivent les Italiens, qui s'accaparent le genre et qui le renouvellent. Et c'est le fameux western spaghetti. Et le western spaghetti, si tu regardes la plupart des grands, hein, c'est simple, il y a 3 Sergio Leone, Corbucci et Sollima. Il n'y a pas d'Indien chez Leone. Chez Corbucci, il n'y a pas d'Indien. Et le plus politisé, qui était le moins connu, Sergio Sollima, qui a fait Colorado et des trucs comme ça, eh ben, il n'y a pas d'Indien. Pourtant, lui, il était politisé et ça l'intéressait. Mais c'était des Mexicains. C'est toi ? Ouais. C'était Zapata, des trucs comme ça. Et c'est une volonté un peu de masquer certaines... Mais non, mais j'ai découvert ça. Je me suis rendu compte que c'est marrant. Parce que le genre a migré en Italie, tu vois. Il a été récupéré par tous ces grands metteurs en scène. Ils ont récupéré le personnage type et ils en ont inventé un autre, du cow-boy. Ils ont inventé le cow-boy solitaire, le cow-boy sans nom, etc. Et puis ils ont complètement oublié les Indiens. Le dernier grand film qu'il y a eu, c'était Little Big Man, hein, je crois, avec Dustin Hoffman. Ouais, mais ça, c'était pas italien. Ça, c'était Arthur. C'était Arthur Penn, c'était mais après, américain. on n'a plus de... Alors là, le western... Les États-Unis avaient honte de leur histoire, peut-être, je sais pas. Oui, bah, c'est justement le nouvel Hollywood là, qui a remis un petit peu de western, Arthur Penn, etc., qui est un peu à la naissance du nouvel Hollywood. Mais après, la science-fiction est arrivée et tout ça, ça a un peu effacé le truc. Et ces derniers films, oui, là, par contre, l'Indien est revenu en force et surtout, on a commencé à montrer que les Américains étaient dégorés, quoi. Et après, tous les films qui ont été faits dans les années 80, Kevin Costner qui commence à remettre un petit peu la mode ça n'a jamais pris, mais la mode du western et tout ça, là, les Américains sont revenus, évidemment, ils ont relu leur histoire, et ils ont fait un effort quand même pour démontrer. Une BD avec des Indiens, ça sera bien, comme ça les gamins sauront ce que c'est qu'un Indien. Alors j'ai fait des... Est-ce qu'il y a des Indiens parce que je me suis rendu compte de ça. Moi j'ai été plus influencé parce que peut-être une histoire de génération et tout, même si j'adore les vieux westerns américains, moi mon influence c'est plus le western transalpin, le western spaghetti. Et c'est là, en écrivant une histoire, que je me suis rendu compte. J'ai des Indiens quand même, hein, mais ils sont très... C'est vraiment des... Oui, c'est les alcooliques du coin, quoi. Non, c'est pas des alcooliques. Non, par contre, je mentionne qu'ils sont dans une réserve, tout ça, et qui sont considérés comme des moins que rien par les cow-boys.
Mais je me suis aperçu, effectivement, c'est là où je me suis aperçu, que dans tous ces westerns spaghetti, il n'y a pas d'Indien. Non, tu le dis, c'est vrai. Mais de la musique, c'est déjà ça. Ah oui, la musique formidable. La musique formidable, et puis il y a une esthétique formidable. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus du tout les mêmes thématiques que pour les Américains, quoi. Là, vraiment, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus aucune morale. Là, le cow-boy est vraiment un meurtrier, quoi. Alors, ça a sa justification. C'est plus un héros à la gloire de l'Amérique. C'est plus un colon fantastique et aventureux, quoi. C'est un pauvre type qui sait pas discuter et qui débat à coups de pistolet, quoi. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment sans doute plus proche de la réalité. Comme Talent dans Retour vers le futur 3. Ça c'est ma référence. Ah oui, il y a ça aussi. Merci à vous d'avoir suivi, merci.